Dingue comme cette caméra est magique, genre j'ai plein de lumière, c'est hyper lumineux, alors qu'il fait tout gris et qu'il pleut de ouf. Je t'aime caméra. Hola les Kimichou! Comment est-ce? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour un update lecture et comme j'ai du retard, il s'agit de l'update lecture du mois de janvier. Vous voulez voir l'étendue des dégâts? Et voilà! J'ai dit tout ça au mois de janvier. Je ne suis pas peu fière, j'avoue tout, mais vous voyez sur cette pile il y en a 7. 1, 2, 3, 4 ont été des lectures audio. Ah oui, rien que ça. Forcément quand on est beaucoup à la maison, qu'on élève sa fille, puisque moi je reste à la maison pour l'élever, et bien en plus de ça, que ce soit les siestes ou les petites tâches du soir quand on veut repasser, des choses comme ça, plutôt que de me mettre une série, j'écoute des livres et forcément du coup j'en lis pas mal de ce fait. On est parti? J'ai tout d'abord terminé d'écouter la saga Myrina Holmes de Anatrice aux éditions Black Ink. Alors oui, le tome 3 il a un magnifique petit sticker, 5€, je ne vais pas me plaindre du prix, mais du stickers par contre j'ai le droit. Je vous ai déjà parlé de cette saga sur la chaîne puisque c'est une saga d'urban fantasy qui a été un énorme coup de cœur pour moi, totalement absolu, totalement gargantuesque. Ici on va être donc amené à suivre Myrina Holmes. Elle est une démone mais elle a une particularité, puisque dans cet univers les démons sont soit pécheurs, soit vertueux. Et elle est un mixte des deux. Très rare quand ça arrive, si ça arrive on peut être un sans âme, on peut avoir des problèmes, des handicaps, et c'est le cas de Myrina qui a un handicap plus discret que certains, mais par contre ça reste un handicap. Son job est celui d'une traqueuse. Elle doit donc s'empresser de chasser les démons qui auraient commis des fautes, qui n'auraient pas respecté les lois démoniaques. Cette jeune femme adore son job, adore sa vie, adore sa sœur, enfin sa demi-sœur qui est succube, puisque Myrina elle est à moitié équitale, donc elle est pour la justice, mais sa partie démoniaque elle c'est une succube, à moitié succube, donc autant vous dire, je vous le dis d'avance bien sûr, qu'on est sur une saga très caliente. En dehors de tout ceci, puisqu'elle vit avec sa demi-sœur, elle va rencontrer un certain jeune homme qui est quelqu'un de très important dans l'univers démoniaque, qui sort depuis peu avec sa sœur. Je n'étofferai pas ici sur la rencontre entre les deux, qui a été une des rencontres qui m'a fait le plus rire dans un roman je crois. Si j'étais enceinte, encore à ce moment-là, vous pouvez être sûr que j'aurais fait pipi dans ma culotte. Je ne rigole pas. Et à la suite de cette rencontre, ce charmant jeune homme nommé Caleb va donc décider de mettre le grappin sur Myrina. Il la veut, ça ne peut pas être autrement. Sauf que elle, même si elle est attirée par lui à cause de sa part succube, bah non, c'est le mec à sa sœur en fait. Il va donc y avoir toutes ces tentatives de rapprochement de la part de Caleb de posséder au moins une fois Myrina Holmes pour pouvoir justement étoffer son carnet de chasse. Et elle va être beaucoup plus dure à attraper qu'il ne le croit. À côté de ça, vous avez aussi toute une ambiance très politique, puisqu'il y a des meurtres qui sont inexpliqués, mais en même temps qui sont assez réfléchis. Un petit peu à la Da Vinci Code quoi. Et du coup, cette saga, je dis oui, mais oui. Anatrice pour moi est une des autrices vraiment révélation me concernant, et le milieu et la fin de sa saga, il y a eu tellement d'événements, tellement de choses inattendues, d'autres où je m'y attendais un petit peu puisqu'on a présenté à un moment donné un personnage, j'étais sûre qu'il allait avoir quelque chose avec ce personnage, mais n'empêche que quand c'est arrivé, j'étais là genre en mode bordel, c'est pas possible. Je salue le travail de l'autrice ici sur l'univers extrêmement développé, extrêmement intéressant, très pertinent, très poignant, et l'histoire qui est absolument incroyable, les rebondissements, l'action, les révélations, enfin, le boulot il est dingue, c'est vraiment une saga coup de cœur. Alors oui, je l'ai écouté, je ne l'ai pas lu en version papier, mais il n'empêche que je vous la recommande à 200%. Juste le seul truc qui pourra ne pas vous plaire, c'est vraiment ce côté très spicy. Ah oui, parce que elle est à moitié succube, sa sœur est une succube, et lui c'est un magistral, et la particularité de ces mecs là, c'est qu'ils ont l'entièreté des vertus de leur type de démon. Lui, c'est un pêcheur, donc il a les 7 péchés capitaux en lui, dont certains sont un petit peu plus présents que d'autres, comme l'orgueil ou le côté luxure. Une urban fantasy à découvrir absolument, j'insiste. Et on va clore ce chapitre avec le spin-off, à savoir Arthur Will Holmes, toujours du coup de Anatrice, toujours chez la maison d'édition Black Ink. Alors je ne vous dirai rien sur le personnage, de peur de vous spoiler la saga de base. Mais il faut savoir qu'ici qu'on va suivre un jeune homme très spécial dans sa condition de démon. C'est le premier du genre à vrai dire. Et lui, c'est un énorme charreau de l'espace. Il se tape tout ce qui bouge et il ne veut pas se poser et il est très bien comme ça. Les trackers comme Myrina dans l'opus précédent. Et lors d'une mission, en fait, il va voir une demoiselle qui serait tombée d'un endroit qui aurait dû en mourir, qui est toujours vivante et qui est devenue complètement amnésique. Le pire, c'est qu'au moment de leur rencontre, les deux comprennent pas ce qui se passe, mais ils se sautent dessus, ils s'embrassent, tout va bien. Bref, ils sont extrêmement attirés l'un par l'autre. Arthur va donc tout faire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, puisqu'il y a d'autres événements très bizarres également qui arrivent, mais qui visiblement auraient une certaine logique aussi.
Da Vinci Code le retour. Elle a même oublié qui elle est cette demoiselle, mais elle ne peut pas être humaine parce que sinon elle aurait pas pu survivre à la chute, et elle ne peut pas être démon parce que sinon elle aurait été forcément recensée et il aurait senti que c'est un démon. Qui est-elle? Alors autant je vous ai dit pour la saga Myrina Holmes, il y a beaucoup de complots, il y a beaucoup d'histoires, etc. Autant là, je trouve que Anatrice, elle s'est complètement refaite. C'est incroyable, j'aurais jamais deviné ça. Mais alors jamais. Les explications, les révélations, plot twist, mais j'étais complètement subjuguée quoi. Alors oui bien sûr, vous pouvez le lire en soi en dehors de la saga Myrina Holmes. Ce qui est dommage, c'est que vous allez perdre tous les codes de l'univers qui sont très importants, mais également le lien de ce personnage avec ceux qu'on a dans la saga précédente. Si c'est un énorme coup de cœur, je saurais pas dire en fait ce que j'aurais préféré dans tous les tomes, dans toute la saga, c'est impossible pour moi de vous dire lequel ressort, c'est... Myrina et Caleb, c'est... Et Arthur et... Oh là, non, je peux pas. Joker les gars, Joker. Est-ce que je suis obligée de vous redire à glisser dans toutes les mains, à découvrir? Oui, il y a toujours un peu de spicy. Un peu beaucoup aussi d'ailleurs. Changeons de registre, on laisse l'urban fantasy et on passe à de la dark romance. Et oui, j'en ai découvert deux au mois de janvier. Le premier, c'est donc Villa Emilia, le premier tome de cette quadrilogie, écrite par Elodie Federbe, qui est une saga auto-éditée. L'histoire se déroule à Londres, mais le Londres du 19e siècle. Dans une plume et dans un esprit extrêmement gothique. Le tout en compagnie du Lord Dorian Jacobson et de Emilia. Le Lord a tué les parents d'Emilia quand elle était plus jeune, mais il ne l'a pas tuée elle. Au contraire, il en prend soin à sa manière, dans le but, un jour, qu'elle arrive à le tuer. Vous allez dire, il a un petit peu starbé le mec, il tue ses parents, il la récupère pour qu'elle le tue, c'est quoi le délire? Mais en fait, lui, c'est un espèce d'assassin professionnel, en tout cas, il en tire une certaine jouissance de ses meurtres, et il souhaite faire d'Emilia son apprenti, dans l'objectif qu'elle soit aussi douée que lui, même plus douée que cela, pour qu'il puisse un jour reposer en paix. Alors oui, le pitch peut paraître complètement déplacé, complètement barré, mais c'est bien le cas. Et est-ce qu'on va partir sur des sentiments un peu bizarres, une potentielle romance? Oui, c'est aussi le cas. Alors c'est pas très explicite dans le tome 1, c'est-à-dire que dans le tome 1 ils vont pas s'embrasser, il va pas avoir coucherie, rien de tout ça. Mais ça se profile petit à petit, je pense qu'on est très clairement sur un énorme slow burn étant donné que la saga contient 4 tomes. Du coup c'est hyper malsain comme ambiance parce que il a tué ses parents, il l'utilise, il lui apprend des trucs absolument horribles et elle, malgré elle, elle arrive à avoir une certaine attirance pour lui et elle s'en veut de ça en fait, elle s'en veut beaucoup, elle se dit que c'est pas normal ce qu'elle ressent, c'est pas possible, enfin c'est le meurtrier de ses parents et au vu de ce qu'il lui fait des fois sur certaines scènes, il est quand même très cruel. Bref, bienvenue dans la dark romance. Moi j'ai adoré, voilà, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la plume, on sent que Elodie, elle a fait des recherches monstrueuses parce qu'elle s'est inspirée de certaines choses vraies qu'elle a insérées à l'intérieur du roman. Par exemple, on parle d'Oscar Wilde ou encore de certains lieux très connus à Londres que je ne pourrais plus vous citer d'ailleurs. Enfin, je peux vous dire qu'elle a fait un travail de recherche incroyable en amont et ça se sent que c'est pas venu comme ça, que c'est pas imaginaire, que c'est pas tiré du chapeau. Elle a été vraiment très forte l'autrice là-dessus, sa plume, c'est une ambiance gothique à souhait, on adore. Et l'ambiguïté entre les deux personnages est vraiment sympa. Ça reste un roman choral bien que Dorian ne prend pas beaucoup la parole. Par contre, quand ce sont des chapitres le concernant, on se rend compte qu'il y a aussi tout un pan de l'histoire qu'on ne connaît pas et qu'on apprend à connaître petit à petit et ça j'avoue, ça m'a rendue très curieuse. Je suis très contente d'avoir découvert ce roman parce qu'en plus de ça vous avez beaucoup de meurtres, il y a un meurtrier qui sévit et en plus de ça il y a encore une fois une espèce de logique dans le délire. Da Vinci Code la trilogie et franchement j'ai adoré comment ça s'est passé, comment ça s'est profilé. Je suis trop contente de l'avoir glissé un jour dans ma wishlist, tout ça à cause d'une certaine Ladyza et qui plus est me l'a offert. Donc bon, ça va, faut avouer, faut à moitié pardonner. Du coup, merci infiniment ma belle de m'avoir fait découvrir cette saga à laquelle tu voues une telle affection. Je comprends totalement ton sentiment et je pense que je vais continuer. De toute façon, je vais mettre la suite dans ma wish pour penser à l'acheter parce que sinon je suis complètement à côté de la plaque. Je commence plein de séries et j'oublie qu'il faut que j'achète la suite. Ah, mais celle-ci, elle a fait fort. On poursuit avec de la romantasy avec une lecture un petit peu plus mitigée. Bien sûr, je vais m'expliquer. Il s'agit d'un pacte avec le roi elfe de Eliskova aux éditions Rajlon dans la collection Big Bang. On est dans un univers où on a l'existence des elfes, mais les humains ont une drôle de relation avec eux. Les elfes, c'est souvent synonyme de guerre, de malheur, ce genre de choses, sauf qu'en fait, il y a un pacte qui a été signé entre les humains et les elfes, et notamment la ville dans laquelle on va avoir notre protagoniste évoluer. Puisque pour que l'équilibre continue de perdurer, mais aussi également d'autres petits éléments que vous apprendrez à découvrir. Tous les 100 ans, le roi elfe traverse le domaine qui est entre les deux pour choisir son héritière qui deviendra donc sa reine qu'il prend et qu'il emmène chez lui pour qu'elle occupe ce poste. Notre héroïne se nomme Luella. Normalement, la reine humaine en devenir des Fae a certaines capacités, sauf que actuellement, dans tout ce qui se passe, personne n'a ces capacités parmi ces humains et on se dit qu'il va pas y avoir de nouvelle reine et on a très peur pour le traité de paix.
Sauf qu'en réalité, bien sûr, Luella est l'élue et la choisie et la promise du roi elfe. On va donc suivre ses aventures dans ce royaume. Tout d'abord, il faut savoir que dans ce tome unique, vous avez l'entièreté de la romance. Donc c'est quelque chose qui va quand même assez vite, il faut en prendre note. Ce qui est dommage, et vous allez vous en rendre compte à votre lecture, c'est que c'est un univers qui est très riche, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui auraient pu être développées. On a d'autres styles de créatures surnaturelles sur lesquels on aurait aimé en apprendre carrément plus quoi. Il y a du complot politique, mais ça reste somme toute assez léger encore je trouve. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait, même si on dit que c'est un one-shot, il y a plusieurs livres dans cette saga, et sur chaque livre, on a affaire à un type de créature et à une romance précise. Et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce que j'aurais voulu en avoir plus, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup la romance entre les deux, comment ça s'est profilé, et j'étais un peu frustrée finalement que ce soit aussi rapide, que les questionnements qu'il peut y avoir, les remises en question, les doutes, c'était un peu du gnangnan, c'était un petit peu en fait trop léger, c'est ça le truc, c'était trop léger, c'était trop peu crédible pour que finalement on se dise ah elle remet vraiment tout en question. Quand on voit les causes de ces remises en question, on se dit non mais c'est bon, on sait comment ça va finir de toute façon, vu les questions que tu te poses Louloute, quand même. Par contre c'est vrai que pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de lire de la romantasy, qui sont vraiment habitués plutôt au code de la romance, new romance, mais que vous voulez essayer un petit peu un univers imaginaire, et bien je vous recommande cette romantasy parce que pour moi elle est parfaite pour faire le pont entre la fantasy justement et la romance. Je me rends compte que j'ai lu énormément de trucs avec des meurtres. Punaise, je sais pas ce que j'avais en mois de janvier, je crois qu'il y avait des têtes qui devaient tomber. Puisque j'ai lu De Lune et de Sang, le nouveau Erin Beatty aux éditions Lumen. Et si vous l'ignorez, ici on est sur une inspiration de Jack l'Éventreur, donc autant vous dire qu'on est encore sur un certain nombre de meurtres. On va être amené à suivre Katrin. Katrin a été pris un petit peu sous l'aile d'un architecte très connu, et son job, grosso modo, c'est de monter dans les hauteurs pour voir un petit peu ce qui se passe en termes architectural, si c'est bon, si par exemple il y a des choses qui ont été construites qui sont bancales, que ça peut être dangereux pour les ouvriers, etc. Sauf qu'à un moment donné, un soir, elle va entendre des bruits, des hurlements, elle va voir comme la personne qui est là, qui est présente sans être présente, elle va vraiment pas comprendre ce qui se passe. Mais elle va suivre son instinct, et elle va tomber sur une femme, une prostituée qui a été assassinée. S'ensuit l'arrivée de Simon. Simon est le cousin de la famille très importante de la ville, et en fait c'est lui qui va prendre en charge cette enquête. Elle s'inquiète beaucoup pour son architecte, la personne qui l'a sauvée quand elle était dans les bas-fonds. Elle était pas vraiment dans les bas-fonds, mais disons qu'elle était dans une situation un peu spéciale. Et elle comprend que malheureusement les preuves peuvent se diriger contre lui, et elle veut pas de ça. Elle sait qu'il est innocent, donc elle va tout faire en fait pour se mêler à l'enquête, pour voir un petit peu l'avancement, dans le but que vraiment on puisse exclure cette personne à laquelle elle tient, et qu'on puisse découvrir la vérité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste un univers où il y a une part fantasy, une part imaginaire, et ça j'ai adoré quand c'est arrivé, les explications et tout, c'était au moment où je devais me coucher, mais quand il y avait ça j'ai dit non, je refuse d'aller me coucher tant que j'ai pas les tenants et les aboutissants de qui sont ces personnes, de quel est le rôle, etc. Le côté enquête en plus est hyper intéressant, moi j'ai adoré mener l'enquête avec eux, j'étais là en train de changer d'avis tous les 4 matins, etc. Bon, parmi mes suspects j'en avais 2 à la fin, et c'était bien l'un des 2 qui était coupable. Enquêtrice du dimanche, bonjour. Et j'adore ce genre de livre où en fait on mène l'enquête avec le personnage, on est dedans, on est pris dans le truc, et on veut savoir ce qu'il en est, on se pose les mêmes questions. J'étais à la limite, vous savez, de mettre un tableau là, et d'écrire un peu tout ce qui s'est passé, tous les indices pour essayer de comprendre le complot. En parallèle, il y a de la romance, je vous dirai pas entre qui et qui. Une romance que j'ai beaucoup aimée, qui n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, qui ne prend pas tout le pas sur l'histoire, pas du tout, et qui au contraire nous aide pour la fin du livre. Et ça, je trouve que c'est très bien joué, très bien dosé de la part de l'autrice. Moi je connais l'autrice pour sa trilogie La couleur du mensonge, dont je n'ai lu que le premier tome, mais ça a été un très très beau coup de cœur à sa lecture. Du coup bien sûr je souhaite continuer La couleur du mensonge, puisqu'en plus je possède l'entièreté de la saga juste ici, vous pouvez les voir. Parce qu'en attendant je suis très frustrée de pas voir la suite, et que bon il faut la suite quoi. D'ailleurs on en parle de la beauté de la couverture, oh c'est à tomber. Il ne me reste plus qu'un seul roman à vous présenter. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai découvert la dark romance en janvier avec 2 titres. Forcément, le deuxième est là. Il est très 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 connu, et pour autant, est-ce que j'ai aimé ? Je vous parle bien sûr du premier tome de Captive, écrit par Sarah Rivens aux éditions BMR. Ici on est amené à suivre Ella, qui est une captive et qui est donc possédée par quelqu'un. Ce quelqu'un va décider de se débarrasser d'elle et de la vendre à une autre personne. Sauf que cette autre personne n'est pas au courant qu'il va avoir une captive et n'en veut absolument pas. Il faut savoir qu'au début les captives c'est plutôt un lien direct avec le commerce de la chair, le commerce plutôt sexuel, alors que dans l'univers plutôt de notre protagoniste masculin qui va suivre, une captive ça n'a pas du tout ce rôle là. Mais bref, lui il n'en veut pas, et il va très bien le faire comprendre.
C'est-à-dire que Ella va essayer d'évoluer malgré elle dans cet univers auprès de ces personnes qu'elle ne connaît pas, mais lui il va tellement être arrogant, tellement violent envers elle pour la faire déguerpir à tout prix que elle va pas trop savoir comment faire, quoi faire. Il faut savoir que Ella n'a connu que ça quasiment dans toute sa vie, le fait d'être une captive, et du coup elle est extrêmement naïve, et ça c'est vrai que parfois ça m'a beaucoup énervé son comportement, de se dire qu'elle est là à avoir peur de lui, etc. Oui, et la seconde d'après, de se poser des questions le concernant. Non, non, non ma grande, ça ne va pas ensemble. Puisque cet homme, il s'appelle H, et H en fait, il est à la tête d'un gros cartel de mafieux grosso modo. Elle va être embarquée dans toutes ces histoires, et on va donc suivre l'évolution de Ella auprès de H et leur relation qui va quelque peu différer bien sûr. Alors gros big up pour les personnages secondaires, puisqu'il y en a beaucoup que j'ai apprécié, même si au début il y a un espèce de gros pervers, j'étais là, je fais non pas ça s'il vous plaît. Mais c'est vrai que, mis à part ça, enfin le côté mafieux etc c'est assez intéressant, mais alors le côté de la dark romance, franchement, alors j'ai pas trouvé le roman si dark que ça en toute transparence. Par exemple Villa Emilia il m'a donné beaucoup plus de sueur froide que celui-là. Je sais pas, leur relation je la trouve juste malsaine, et même si c'est expliqué en fait que il réagit de cette manière à cause de certains événements, bah pour moi ça n'explique pas tout. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses qu'il les fait gratuitement parce que ça lui fait plaisir, etc. Enfin, je trouve que la nuance et les subtilités sont vraiment différentes dans cette dark romance par rapport à la précédente. Je suis un peu mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire que j'ai envie de savoir ce qui va se passer par la suite, puisque j'ai aimé certains personnages, j'ai aimé certaines choses, et finalement il y a des complots qui m'intéressaient, mais en même temps je suis pas convaincue par la pseudo-relation romance là qui se profile. Donc bon, pour moi c'est un moyen, alors que je sais que il a fait chavirer énormément de cœur celui-là. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez apprécié de découvrir mes lectures du mois de janvier et mes chroniques autour de celle-ci. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certaines, qu'on puisse avoir quelques échanges, voir si on est ok, si on pense la même chose ou pas du tout, et c'est tout aussi ok. Auquel cas, si vous êtes un petit peu plus discret, que vous savez pas trop quoi écrire mais que vous voulez quand même apporter du soutien, sachez que l'emoji de la noix de coco est l'emoji principal de la chaîne. En attendant une prochaine vidéo, je vous retrouve sur Instagram ou sur TikTok. Je vous fais des gros bisous les Kimichou, et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.